SAC-CLIC. Vous en avez forcément entendu parler, mais savez-vous vraiment ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on vous résume l'un des plus gros scandales de l'histoire contemporaine du Québec. Il faut remonter quelques années en arrière pour comprendre les origines du scandale. En 2015, la SAC souhaite moderniser sa plateforme numérique pour améliorer la sécurité informatique et les services en ligne offerts aux Québécois. Elle crée à cet effet le CASA, le Carrefour des services d'affaires, dont SAC-CLIC est la pierre angulaire. Il s'agit d'un projet structurant et de grande envergure pour la société d'État. En 2017, la réalisation de ce projet ambitieux de la SAC a été attribuée à l'Alliance, un consortium composé de deux sociétés. Il s'agit de SAP et de LGS, qui est une filiale d'IBM, pour un coût total de 458 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 180 millions pour des travaux en interne, soit un total de 638 millions de dollars. Ce montant, au même titre que le projet, sont censés s'étaler sur plusieurs étapes et sur 10 années. En 2020, les responsables du projet constatent un dépassement important des coûts. Le budget prévu à cette étape était d'à peu près 97 millions, tandis que 140 millions ont déjà été dépensés, soit un dépassement de 45 %. Une replanification a donc été décidée par les responsables du projet. Cette replanification, toutefois, cachait dans ses entrailles une manipulation des chiffres et un manque de transparence flagrant. Nous en parlerons plus en détail un peu plus tard. En 2022, les dirigeants de la SAC informent sur l'état d'avancement du projet, pendant des réunions tenues avec des responsables politiques comme Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, et Éric Kerr, ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Il était évident que le projet accusait un retard substantiel, poussant ainsi le conseil d'administration à reporter le lancement de la nouvelle plateforme numérique de 2022 à 2023. En 2023, et précisément en date du 20 février, SAC-CLIC est officiellement lancé. Les Québécois essaient de se connecter sur la plateforme pour accéder aux différents services. Sans succès. Ils se ruent donc sur les points de service de la SAC, générant des files d'attente monstres et mettant les agents de la SAC sous une grande pression. Les délais d'attente et de traitement se rallongent, l'insatisfaction des clients grandit, puis l'opinion publique, tout comme les médias, se penche sur le sujet. Le fiasco de lancement de la plateforme SAC-CLIC est prononcé, et le scandale était officiellement né ce jour-là. En 2025, après 2 ans de pression médiatique et politique, le gouvernement du Québec annonce la création de la Commission Galland, qui porte le nom du juge qui la préside, pour enquêter sur les dessous du scandale et faire la lumière sur les facteurs ayant participé au fiasco du projet. Les premières audiences publiques ont été tenues en avril 2025 et il est prévu que le rapport final qui présentera les conclusions et les recommandations soit dévoilé à la fin de l'année. Maintenant que nous vous avons présenté la chronologie du projet de la SAC-CLIC, nous allons vous expliquer les défaillances majeures qui ont engendré le fiasco tout en essayant de répondre à des questions centrales comme pourquoi autant d'argent a été dépensé avec un dépassement de budget astronomique et de surcroît pour des résultats catastrophiques? À qui incombe la pleine responsabilité? Qui était au courant de quoi? Qui a dissimulé des informations et à qui? Commençons par l'argent, le point central du scandale. On avait dit auparavant que le budget alloué était 638 millions de dollars. On avait aussi parlé d'une replanification qui a eu lieu en 2020. Celle-ci ne concernait pas que l'échéancier du projet, mais aussi son financement. En effet, le budget a été réévalué à 945 millions. Soit 48 % de plus que prévu. Vous pensez probablement que c'est beaucoup, mais vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. La vérificatrice générale du Québec estime que le coût total atteindra au minimum 1,1 milliard de dollars, soit 72 % de plus que le budget initial.
La question légitime que vous vous poserez certainement. Quelles sont les causes de ces dépassements colossaux du budget? On va dresser une petite analogie pour illustrer la cause du gouffre financier. On va prendre en exemple M. Pelletier qui veut construire une nouvelle maison. Il fait appel à un architecte et lui exprime son besoin. Il veut une maison composée de 3 chambres, une cuisine et une salle de bain. Quelques jours plus tard, l'architecte revient avec les plans et présente un devis de 200 000 $ à M. Pelletier. Ce dernier valide et demande le début des travaux. Quelques semaines plus tard, M. Pelletier pense que la maison risque d'être un peu étroite, surtout qu'avec son épouse, ils avaient décidé d'agrandir leur petite famille dans le futur proche. Il revient voir l'architecte et lui dit que maintenant, il souhaiterait ajouter 2 autres chambres en étage, un grand garage et une 2e salle de bain. L'architecte, contrarié, explique que les fondations ont déjà été coulées et qu'il est un peu tard pour faire les modifications demandées. Mais M. Pelletier insiste et ne veut rien savoir. L'architecte stoppe les travaux, refait de nouveaux plans, puis revient avec un nouveau devis de 348 000 $, expliquant qu'il fallait refaire une bonne partie des fondations et casser les murs déjà construits. Il explique également que l'échéancier de la construction allait être allongé de 2 mois supplémentaires. Et cerise sur le gâteau, pendant que les nouveaux plans soient préparés et validés, les ouvriers de construction étaient payés à ne rien faire, ce qui ajoute 25 000 $ à la facture. M. Pelletier accepte, estimant que ce changement était impératif pour le bien-être de sa petite famille. Ce qui est de l'impact financier, il allait voir plus tard comment trouver une solution. On comprend ainsi que toute modification du plan initial génère des coûts supplémentaires substantiels, en construction, tout comme en développement informatique. En effet, tout comme M. Pelletier, la SAC s'est rendu compte en retard de l'étendue de ses besoins. La complexité des processus a été gravement sous-estimée, générant des travaux imprévus, des efforts supplémentaires conséquents, ainsi que des retards importants. Le tout dans un cadre de prise de décision et de gestion de projet jugé par les spécialistes comme étant déficient. L'ensemble de ces facteurs ont donc fait grimper la facture à plus d'1 milliard de dollars. Maintenant que nous vous avons parlé du budget, on va passer au conflit d'intérêts qui a entaché ce projet, ou ce que l'auditeur interne de la SAC, M. Martin Lapierre, lors de son témoignage devant la commission Galland, avait qualifié de « consanguinité ». Cette consanguinité tourne autour d'un personnage central, M. Carl Malenfant, qui était vice-président aux technologies de l'information de la SAC et naturellement le grand patron du projet CASA, SAC Click inclus. En effet, il est reproché à M. Malenfant de s'être entouré de consultants externes, qui se trouvent être d'anciens collègues, pour des contrats estimés à presque 6 millions de dollars. D'anciens collègues qui ont travaillé avec M. Malenfant dans le passé, soit chez Hydro-Québec, soit au sein de firmes privées comme R3D ou DMR. On va citer ici Louise S., un contrat de 1,5 million. Madeleine C., plus de 900 000. Maurice G., plus de 800 000. Éric B., plus de 1,3 million. Jean Q., plus de 170 000. Pierre G., plus de 60 000. Et Stéphane M., plus de 900 000. Les révélations faites dans les témoignages et dans la presse concernant ce dernier personnage, Stéphane M., sont édifiantes. Carl Malenfant aurait lancé un appel d'offres pour recruter un conseiller stratégique et les critères de sélection ont été jugés tellement spécifiques que seul Stéphane M. puisse remplir et ainsi décrocher le mandat. Ensuite, la consanguinité a été remarquablement amplifiée quand Caroline F., épouse de Maurice G., est engagée comme directrice générale principale de CASA et quand Geneviève T., conjointe d'Éric B., est également engagée comme chef de service. Il est à noter que cette équipe de consultants externes avait pour principale mission d'évaluer les besoins et de préparer le cahier des charges de CASA et de SAC Click. Et nous avions expliqué plus tôt que le gouffre financier du projet a été causé par une grave sous-estimation du besoin. La consanguinité a-t-elle plus pesé dans la balance que la compétence dans le recrutement de cette équipe? Le doute est en effet permis en attendant les conclusions de la commission Galland. Maintenant, parlons d'un autre facteur qui a entaché le projet et contribué au fiasco. L'opacité. En 2020,
Lorsque les responsables du projet se sont aperçus que les dépassements de budget avaient explosé, ils ont revu l'échéancier ainsi que le budget, dans le cadre de la replanification dont nous avons parlé plus tôt. Le projet a été réévalué à 945 millions de dollars, en incluant à la fois le développement informatique et l'exploitation. Mais les responsables n'ont présenté qu'un montant de 682 millions, qui ne couvrait que le développement. Les 263 millions liés à l'exploitation ont été dissimulés. Avec les 263 millions d'exploitation dissimulés, le projet projetait un écart de seulement 44 millions, caractérisé de dérives maîtrisées, alors que l'écart réel dans la replanification de 2020 était de plus 307 millions, représentant un dérapage grave. Ce déphasage entre les données communiquées et la réalité illustre une manipulation des chiffres et un manque de transparence flagrant. Dès lors, une question revient sans cesse. Est-ce que cette opacité s'est retrouvée aussi dans les communications entre la SAC et le gouvernement du Québec? Car, après tout, il revenait au gouvernement de superviser les dépenses du projet et de recadrer les dérives dès qu'elles apparaissaient. On va donc parler maintenant de la responsabilité du gouvernement du Québec. Si vous avez suivi les audiences de la Commission Galland, vous aurez certainement remarqué que le son de cloche est quasiment le même chez les différents ministres et responsables politiques. Ils n'étaient pas au courant, ou très peu, au fait des dépassements budgétaires monstrueux du projet. Le premier ministre du Québec, M. Legault, quant à lui, soutient qu'il a été maintenu dans l'ignorance totale, tout comme ses ministres. Il a toutefois concédé qu'il n'était pas normal que la partie financière du scandale ne soit découverte qu'après le rapport de la vérificatrice générale. Bien que la SAC ait été opaque dans sa communication sur le projet, les différents documents présentés par les procureurs de la Commission Galland soutiennent que le gouvernement aurait pu tout de même déceler certains signaux flagrants indiquant que le projet souffrait de problèmes structurels. On peut probablement parler d'ignorance en partie pour le gouvernement, mais on pourrait aussi parler, surtout, d'indifférence. En effet, beaucoup d'analystes pointent du doigt le fait que la majorité des projets informatiques du gouvernement connaissent des dépassements, au point que le phénomène se soit normalisé et banalisé, générant ainsi de l'insouciance politique, l'absence d'implication et de suivi pointilleux de la part des ministères quand des projets informatiques vont mal. Quelle que soit la raison, il s'agit de centaines de millions de dollars de l'argent du contribuable qui est parti en fumée, et le gouvernement a assurément une responsabilité dans la bonne gestion des deniers publics. Nous vous invitons vivement à visionner les audiences de la Commission Galland pour vous forger un avis. Les procureurs et le juge ont été rigoureux et pointilleux dans leur démarche, confrontant les intervenants avec des preuves matérielles et des documents détaillés. Vous pouvez trouver l'intégralité des audiences tenues jusque-là sur le lien affiché sur l'écran. Enfin, nous vous laissons visionner ces quelques extraits étayant l'ignorance dont semblait nager le gouvernement concernant le projet CASA. On reporte l'échéancier d'une année et on voit qu'en bas, il semble y avoir un différend avec l'Alliance et IBM. Donc, M. Rodrigue ne vous rapporte pas cette information-là? Non. Mais ça n'a jamais été clair qu'il y avait un dépassement de 500 millions. De la SAQ, à votre souvenir? Dans le cahier du ministère, peut-être vaguement. Est-ce qu'à ce moment-là, M. Ducharme vous informe qu'il y a justement des discussions entre l'Alliance et la SAC sur l'exécution du contrat? Non. Vous n'avez pas du tout cette information-là? Je n'ai pas du tout cette information. Non, je ne me rappelle pas d'avoir vu ce tableau-là. Je me souviens pas avoir reçu de documents à l'avance. Donc, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir discuté de ce sujet-là avec elle. Effectivement, eu une analyse qui a été faite, est-ce que vous le savez? Ça, je ne pourrais pas vous dire. À ce moment-là, quelles questions j'ai posées, comment ça s'est déroulé sur cette page-là précisément, je ne suis pas en mesure de... Moi, je n'ai pas plus d'informations que ça. Et ce projet de courriel-là, est-ce que M. Rodrigue vous le montre avant une éventuelle transmission? Non. Alors ça, c'est pas quelque chose qui a été porté à votre connaissance? Pas du tout. C'est pas remonté à vous après ça? Non. Donc, incluant la note, à savoir que ça coûtait 458 millions? Non.
J'ai pas de souvenir, tu sais, c'est un peu comme l'autre page. J'ai pas de souvenir spécifique, de conversation spécifique sur une page spécifique. Vous dites que vous entendez parler des coûts à la sortie du rapport de la VGQ en février 2025. Est-ce à dire, je fais une différence entre dépassement de coûts, c'est-à-dire même le montant du contrat qui est à 458 millions initialement en 2017, vous l'apprenez en février 2025. Ouais. Ce qui veut dire que quand vous envoyez, quand Mitch Garber envoie sur Twitter 500 millions, trouve ça cher pour un projet informatique, etc., tout ce que vous faites, c'est vous demander à M. Sauveur, Sauve, de s'enquérir et de répondre. Ouais. Mais vous n'avez pas de suivi de ça, vous ne voyez pas la note, rien du tout. Et le 458 millions, là, je vais enlever les coûts là, internes de la SAC, pour vous, vous avez toujours été maintenu dans l'ignorance. Absolument. À votre connaissance, est-ce que cette analyse-là a été effectuée par les gens de votre équipe? Pas que je sache. Puis je comprends que cette note-là, elle, n'est pas montée à votre niveau. Non. Vous vous rappelez, dans le cadre de cette rencontre particulière-là, où on va échanger sur CASA, s'il y avait des représentants du cabinet de Mme Lebel qui sont ajoutés? Je n'ai pas mémoire de ça. Là. Je vous dirais que ça fait quand même un certain temps. Là. Fait que non, Non, j'ai pas entendu parler de dépassement de coûts avant février 2025. Cette problématique-là, elle monte à vos oreilles. Non. Est-ce que vous êtes informé que M. Rodrigue et M. Ducharme ont une rencontre avec Mme Tremblay et M. Malenfant le 2 octobre 2020? J'aurais tendance à vous dire que non. Parce que, en tout cas, je n'ai pas souvenir là, qu'on m'ait avisé de cette rencontre-là. J'en ai pas, non, j'ai pas de souvenir de ça, monsieur le commissaire. Alors non, je n'ai pas été informé. Nous vous invitons aussi à laisser un pouce sur la vidéo si vous l'avez aimée et de vous inscrire sur notre toute jeune chaîne YouTube à titre d'encouragement pour pouvoir produire plus de contenu à l'avenir.